Antoine, tu as vécu une année, une saison pleine et notamment un mano à mano avec Cristiano Ronaldo. Il y a eu une interview de Cristiano Ronaldo récemment et qui a parlé d'une anecdote. Vous êtes retrouvés en vacances ensemble Mm. après l'Euro et apparemment tu serais allé le voir pour lui dire, avec en chambant bien entendu, hein, je te déteste. Tu Oui, peux me on raconter était, cette histoire? j'étais dans un restaurant où il y a un peu un show latino et j'étais avec Erika et je l'ai vu, il est rentré quoi, 10-15 minutes après mon arrivée et voilà, je suis à la fin du repas, je suis allé le voir et voilà, je rigolais, je lui ai dit je te déteste et ensuite je l'ai félicité pour sa saison et pour ses deux titres et voilà, comme je l'ai dit, pour moi c'est un grand joueur, c'est aussi un exemple comme les Messi, Suarez ou les grands attaquants. Et ça, c'était combien de temps après la finale de l'Euro? C'était 2 semaines et demie, 3 semaines. Ah ouais, c'était tout de suite après en fait. Ouais, j'ai eu une semaine juste après la finale en famille à Mâcon où on a envie de voir personne, on veut rester à la maison tranquille et ensuite j'ai commencé voilà, à oublier, à essayer de passer à autre chose en vacances. Et c'était difficile d'oublier cette finale de l'Euro? Ouais, c'était dur. C'était Combien de temps il a fallu comme pour que tu te sentes véritablement en vacances et que tu te projettes sur la saison suivante? Et puis que tu te dises aussi que l'équipe de France avait réalisé un très beau championnat d'Europe, que toi-même tu avais réalisé un très beau championnat d'Europe. Combien de temps il t'a fallu pour effacer cette déception? ouais, la semaine à Mâcon m'a fait du bien. Ouais, comme j'ai dit, je sortais pas, je restais soit dans ma chambre ou dans le salon et tout ce qui était chaîne de sport, j'évitais parce qu'on allait en reparler. J'allais revoir des actions dans ma tête et ah ouais, après, avant de dormir, on y repense. À l'occasion que j'ai eu deux occasions que j'ai eu de la tête, le poteau de Dédé Gignac mais ouais, on y repense, mais ouais, une bonne semaine pour oublier. Regardez quelques images de cette finale. Là, il y a le premier coup de tête. Le Mm. premier coup de tête dont tu as parlé. Ouais, c'était un ballon comme je les ai, mais le gardien était un peu avancé, mais voilà, il était grand et il a réussi à la sortir. Après, là, on voit que j'ai un peu de la rage pour demander un peu plus de soutien du public. Et ensuite, là, c'était une action que je ne devais pas rater. Un super centre de Kingsley. Et je crois que j'arrive à shot un peu trop et j'arrive en avance par rapport au ballon. Et c'est pour ça que j'ai pas eu le T'as bon, le le ballon bon qui est un peu geste. derrière Ouais, toi, un peu. c'est pour ça que j'ai pas eu le bon geste et après c'était pas mon meilleur profil non plus. Et puis après, il y a l'occasion d'André-Pierre Gignac et le poteau. Ouais, Et ce ouais. ballon là qui passe, mais à 50 centimètres de toi, tu le vois passer alors qu'il y a le but qui est grand ouvert. Ça c'est parce que j'étais mort, j'étais fatigué, mes jambes même mentalement j'arrivais plus parce que j'avais fait une grosse saison et ouais normalement si je suis bien physiquement et mentalement je la pousse. Mais là j'étais carbo et ouais j'arrivais plus à réagir. À vrai dire, jusqu'à maintenant, et je pense tout au long de ma carrière et mon après-carrière, ça va me hanter. Donc, André-Pierre Gignac a fait des cauchemars de cette occasion ratée. Est-ce que sur ton coup de tête, t'en as fait des cauchemars toi aussi? Non, pas des cauchemars, mais on y repense juste avant de dormir. Voilà, on revoit l'action dans la tête et voilà, ça joue à très peu de choses, à quelques centimètres. J'étais trop en avance et le fait de partir juste 1 ou 2 secondes après mon appel, j'aurais peut-être marqué, mais voilà, après c'est comme ça, on peut rien y faire. Alors tout à l'heure on parlait de Cristiano Ronaldo. Dans cette interview qu'il a faite, il a dit qu'il avait trouvé qu'avant le match, les Français étaient trop confiants, qu'il a vu des joueurs sourire et qu'il s'est servi de ça pour galvaniser ses troupes et motiver son équipe. Est-ce que tu as eu l'impression que vous étiez trop confiant avant cette finale? Non, pas du tout. Après, et puis il pourra dire ce qu'il veut, hein, mais non, on était tous concentrés, on savait que c'était un gros match, on était chez nous, donc il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, et voilà, tout un pays attendait une victoire
de l'équipe de France. Et non, je ne pense pas qu'il y avait des sourires où on a pris à la légère ce match. Qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce qu'il vous a manqué un peu de fraîcheur physique? Peut-être, mais après aussi les occasions qu'on a eues, on n'a pas été en réussite comme on l'a été contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, on n'a pas eu d'énormes occasions, mais le peu qu'on a eu, c'était au fond. Et peut-être il nous a manqué un peu de réussite. Est-ce que la blessure de Cristiano Ronaldo en première période, finalement, vous a déstabilisé? Vous vous êtes dit peut-être, ben ça y est, lui il est blessé, c'est leur meilleur joueur, donc cette finale on va la gagner. Et au fond, ça vous a pas poussé à en faire plus? Non, après, je sais pas, mais le Portugal, tactiquement, ils étaient parfaits. C'était même trop bien travaillé. Et on l'avait vu, moi, chaque fois que j'étais dans l'axe, il y avait quelqu'un sur mon dos. Je tombais sur un côté et on me suivait. Donc c'était assez pénible. C'était dur de trouver une faille avec Moussa de temps en temps qui arrivait par ses dribbles. Et voilà, après, même si Cristiano aurait continué le match ou même avec sa blessure, ça ne nous a pas déstabilisés. Et inversement, est-ce que tu n'as pas eu l'impression que la blessure de Ronaldo a galvanisé le Portugal? Oui, sûrement, ils se sont dit, bah, c'est à nous de montrer qu'on est une équipe, qu'on va être costaud jusqu'à la fin. Et ouais, après, Cristiano aussi, du banc, les poussait un peu. Donc ouais, on les voyait, ils avaient énormément d'envie. Et ça vous a perturbé ça quand Cristiano Ronaldo est venu pendant les prolongations sur le banc comme un entraîneur adjoint au fond et a harangué son équipe? Non, Vous n'avez pas fait attention à ça? non, on n'a pas fait attention. Voilà, nous aussi regroupés avec le coach, avec les remplaçants. Et c'était plus de l'encouragement pour essayer de gagner. Quand il y a eu le but d'Eder, il restait 9 minutes, 9-10 minutes à peu près. Est-ce que tu t'es dit c'est foutu ou tu t'es dit il y a encore une chance de revenir dans ce match? Non, je me suis dit pas encore les pénaltys par rapport à la Ligue des Champions parce que j'avais énormément confiance en l'équipe qu'on pouvait égaliser. Et il fallait tout faire, il nous restait peu de temps, mais il fallait tout faire pour mettre un but. Et même si tout le monde devait aller en attaque, c'était le tenter et on allait voir. Mais c'est vrai que c'était un coup dur. Et on me voit, moi, il y a une photo où je suis au milieu de tous les Portugais qui courent sur le banc. Donc ouais, c'était dur, mais à ce moment-là, on va revenir au score. Alors, je disais que il y a eu un mano à mano entre toi et Cristiano Ronaldo la saison dernière, puisqu'il y a eu la finale de la Ligue des Champions, il y a eu la finale de l'Euro. Je voudrais te montrer une petite vidéo justement où Cristiano Ronaldo parle de toi. Il a perdu 2 finales, mais c'est injuste pour lui parce que c'est un joueur fantastique, un mec extra. Vous savez, c'est mon voisin, il habite juste à côté de chez moi. Il mérite de gagner quelque chose et je suis sûr que ce jour viendra. Alors vous êtes voisin avec Cristiano Ronaldo? Ouais, on était voisins il y a un an, vraiment côte à côte. Et moi, j'ai changé, j'ai déménagé, mais toujours dans la même résidence. Et c'est vrai qu'on se croisait ouais, de temps en temps. Qui disent de toi que tu es un joueur fantastique, lui qui fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis déjà de nombreuses années, j'imagine que ça te touche. Oui, ça va être dans 10 ans une légende ou dans 20 ans du foot. Et ouais, maintenant, c'est à moi de continuer comme ça, travailler tous les jours et de lui donner raison. Et il y a le Ballon d'Or prochainement. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné le championnat d'Europe. Est-ce que la logique voudrait qu'il ait ce Ballon d'Or? Même s'il y a Messi aussi, même si tu risques d'être très bien placé pour le Ballon d'Or? J'espère. Après, mais c'est vrai qu'il a fait une grosse saison. Il a gagné la Champions, l'Euro. Donc je pense que ça serait mérité. Mais voilà, après, il y a Messi aussi qui a fait. Ouais, chaque année, il est là, il est présent à mettre une cinquantaine de buts. Et ensuite, moi, j'ai fait une grosse saison, que ce soit en Ligue des Champions ou à l'Euro. Donc voilà, on verra bien. Mais après, je ne me prends pas la tête avec ça. Messi et Ronaldo sont les 2 meilleurs joueurs du monde depuis déjà de nombreuses années. Est-ce que tu as une
préférence particulière pour l'un ou pour l'autre? On a tous évidemment un immense respect pour les deux, pour les statistiques, pour la régularité. Et c'est difficile de les départager, mais est-ce que tu as une préférence, toi? Non, mais j'aimerais bien avoir la facilité de Messi sur le terrain, que ce soit pour une passe, un dribble ou un tir. Souvent, il tire presque jamais en force et tout le temps à viser les poteaux. Et ensuite, le travail de Cristiano. Il travaille, il se tue au gymnase, il se tue sur le terrain. On voit qu'il a toujours envie de s'améliorer, de marquer. Oui, j'aimerais bien avoir ça des deux. Alors, à tous les deux, ils sont partagés tous les derniers ballons d'or. Est-ce que c'est un objectif pour toi de gagner le ballon d'or? Ouais, c'est un objectif, mais après, je sais que tant qu'il y aura les deux, ça sera compliqué. Mais voilà, j'y crois. Je travaille tous les jours pour m'améliorer, pour faire de meilleures saisons. Donc on verra jusqu'à où je peux arriver. Alors, je vais te montrer une autre vidéo. On va revenir sur l'Euro. On va revenir sur des moments clés de l'Euro. Et pour moi, il y en a 3 particulièrement. C'est le match de l'Albanie. En tout cas, pour toi, il est important. Il y a le match de l'Irlande et puis il y a le match contre l'Allemagne, la demi-finale. Et je voudrais qu'on voit la première vidéo sur l'Albanie. 89e, il fallait plus revenir pour faire le jeu, il fallait rester dans la surface pour essayer de marquer, de mettre une tête, un tir. Et un centre comme je les j'aime de Rami sur mon bon profil. Et je la un bon croise profil. Ouais, je préfère celui-là. Et voilà, après j'étais content. Il y avait aussi beaucoup de colère par rapport à Justement, ce qu'on avait raconte-moi dit. ça. Raconte-moi ça. Cette colère, tu étais remplaçant face à l'Albanie. Tu es rentré en cours de match. Cette colère, c'était quoi? C'était les critiques des journalistes? C'était l'impression que peut-être que tu manquais un peu de fraîcheur en début de compétition parce que tu sortais d'une très grande saison avec l'Atlético et finale de Ligue des Champions. C'était quoi cette colère? Non, je pense que c'était par rapport aux critiques. Ensuite, le fait d'être remplaçant, parce qu'il n'y a aucun joueur qui aime être remplaçant. Je confirme. Et non, et ensuite, j'avais pas besoin de critiques après ce qui m'était arrivé, juste qu'on m'encourage. Et voilà, quand j'ai marqué, c'était une délivrance et j'étais ravi pour moi. Et voilà, je savais que ma compétition commençait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Didier Deschamps? Quelle a été la discussion quand il t'a annoncé que tu étais remplaçant sur le match face à l'Albanie? Non, après déjà on le sent pendant les entraînements. Même si le coach ne met pas une mise en place, on sent si on va ou pas jouer. Et après il est venu dans ma chambre pour me dire que j'allais commencer sur le banc et que j'allais sûrement rentrer et fallait être prêt. Et sans explication particulière, par exemple en te disant, bon, tu as eu une fin de saison où tu as beaucoup donné, peut-être que tu as besoin de plus de fraîcheur et que ça te permettra d'avoir un peu plus de fraîcheur pour mieux rentrer dans ton euro. Il t'a dit ce genre de choses-là ou pas? Non, sûrement, mais voilà. Mais t'entendais pas? J'ai qu'entendu je vais être sur le banc et après, Ah oui, sûrement en fait, t'as peut-être dit ça, mais toi t'avais les boules. J'ai qu'entendu je vais être sur le banc, donc ouais, j'étais énervé, en colère, mais il fallait garder le sourire pour le reste de l'équipe. Est-ce que toi, maintenant avec du recul, parce que c'est toujours plus facile d'analyser les choses avec du recul, est-ce que tu as eu le sentiment que en début d'Euro, tu manquais un petit peu de fraîcheur parce qu'il y a eu cette saison-là, parce qu'il y a eu la Ligue des Champions, que vous avez beaucoup donné avec l'Atlético Madrid et que c'était difficile de rebasculer vers une nouvelle compétition? Moi, je pense que c'était mentalement. J'ai commencé à... Voilà, on pense à la finale de Ligue des Champions. Après, on va direct sur l'Euro. Donc, c'était dur de faire le changement. Et j'avais besoin de sourire, de rigoler, de blagues. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à rigoler. Et voilà, après, c'était assez facile avec le vestiaire, avec Paul, avec tonton Pat. Et ouais, c'était... Voilà, il fallait que j'oublie la finale et que je pense à mon euro et à profiter. Alors, je parlais de ce match face à l'Albanie comme une première libération, mais la deuxième libération, c'est le match face à la République d'Irlande.
Bah, à la mi-temps, on perdait 1-0 et Changement tactique. changement tactique. Vous passez du 4-3-3 au 4-2-3-1. Mm. Et, C'est N'Golo Kanté qui sort et c'est Kingsley Coman qui rentre. et là, je me suis dit, c'est pour moi. Là, je savais que j'allais faire une grosse deuxième mi-temps et que Pourquoi tu j'allais avoir savais ça? Parce que c'était ma position, c'était mon poste de toute l'année, c'est là où je fais mal. Même en Liga, en championnat, je regardais mes adversaires, chaque fois ils tournaient la tête pour voir où j'étais. Donc c'est là où tu te rends compte que tu es un danger pour l'équipe adverse. Et ensuite, je savais qu'avec Olivier, s'il allait au premier poteau, j'allais derrière lui, et le ballon m'arrivait, ça allait trop fond. Tu avais davantage tes repères, tu te sens plus libre dans ce système que sur le système en 4-3-3 où tu as plus de contraintes? Ouais, après le 4-3-3, on me dit de rentrer dans l'axe, mais on n'a personne sur son côté droit. Donc au final, tu joues tout le temps côté gauche et tu peux jamais créer de danger. Que là, dans l'axe, je sais que j'ai quelqu'un sur ma droite, quelqu'un sur ma gauche, quelqu'un devant, quelqu'un derrière. Et je peux jouer en une touche, en deux. Et t'appuyer sur Olivier Giroud? Ouais, dès que je vois que la balle est dans les airs, je vois qu'il y a Olivier devant, je vais à la retomber. Ça a très bien fonctionné ça. Là, c'est un ballon long, mais tu allais systématiquement le chercher, Olivier Giroud, en appui en 1-2. Ouais, parce que je sais qu'il aime bien jouer dos au but. Et après, c'est un mec costaud et je sais qu'il peut me la donner avec le pied, avec la tête, voilà, avec n'importe quelle partie du corps. Je sais qu'il va bien me la redonner. Donc j'essaie souvent de le chercher. Ce changement tactique, ce 4-3 qui est passé, ce 4-3-3 qui est devenu un 4-2-3-1, est-ce que tu en as parlé avec Didier Deschamps? Est-ce que tu as soumis l'idée ou est-ce qu'il t'a interrogé sur ce changement de système possible? Non, souvent pendant les matchs contre la Roumanie, l'Albanie, la Suisse, il me disait qu'on allait jouer en 4-3-3, qu'il savait que c'était différent en club, mais il fallait que je fasse l'effort pour l'équipe. Et moi, après, je lui disais que voilà, pour moi, il n'y avait aucun souci. Je voulais jouer, peu importe où c'était et en quel schéma. Et ensuite, c'était juste avant l'Irlande où il m'a dit qu'on allait passer en. Non, pardon, juste avant l'Islande où on allait passer en 4-2-3-1. Est-ce que pour toi, ce match contre la République d'Irlande est le vrai déclic de l'Euro, à la fois à titre personnel et puis aussi à titre collectif? Oui, surtout pour l'équipe où on perdait 1-0 à la mi-temps et on s'était dit les choses, voilà, un peu, les cadres ont un peu gueulé et ça nous a fait du bien. Et ensuite, ouais, c'était pour moi le match parfait parce que c'était retrouver ma position, marquer 2 buts et faire passer l'équipe pour l'écart. Autre match très important, autre match référence, c'est la demi-finale contre l'Allemagne, championne du monde en titre, et tu marques 2 fois. Comment tu as vécu ce match? Donc, Voilà, c'était à Marseille avec une super ambiance. Les champions du monde quand même qui vous dominent en première période, et puis après il y a ce penalty, la faute, la main de Schweinsteiger, ce penalty. Comment tu as vécu ce match-là? Bah, d'abord, l'avant-match, c'était. Voilà, on savait que le public allait être derrière nous parce que c'est Marseille, c'est le Vélodrome. Et on savait qu'ils allaient pousser tout le match. Et ensuite, on savait aussi qu'ils allaient avoir le ballon. Donc, bien être regroupé derrière. Et ensuite, le corner, j'essaye de tirer au deuxième poteau. Ça va au premier poteau pour Evra et penalty. Et là, Vous la n'avez jamais pression. douté en première période? Non, non, pas trop, parce que voilà, moi j'ai eu une occasion du droit et ensuite on voyait qu'on était bien derrière. Et là arrive le penalty et la pression, Eh ouais, parce que j'avais raté en Ligue des Champions. t'avais raté en Ligue des Champions avec l'Atlético, et puis t'es face au meilleur gardien du monde, Manuel Neuer. Qu'est-ce qu'il est grand. Ouais, c'est ce que j'allais te Ah, il dire. est immense. Il prend toute la place et puis il est costaud en plus. Ouais, Tu voyais pas beaucoup d'espace en fait où mettre le ballon, non? Quand Non, en tu plus, regardais ça. je crois il tape sur la barre, il commence à bouger. Et là, ouais, après, je l'ai pu regarder et j'ai pensé à ouvrir mon pied et c'est rentré, tant mieux. Sur cette demi-finale, il y a un autre moment aussi important. Il y a eu la blessure de Boateng, un défenseur important pour l'Allemagne. Et puis il y a la faute de main
de Neuer. De Neuer. Et tu profites de cette faute de main pour mettre ce deuxième but fatal à l'Allemagne. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon, voilà, il y a trop d'éléments qui sont en notre faveur, ils ne pourront jamais revenir? Bah déjà, à la mi-temps, ça gueulait un peu parce qu'on était derrière, on ne faisait pas le jeu et on n'avait pas l'habitude de ça. Et ensuite, voilà, le coach il a dit, écoutez, on défend bien, donc il ne faut pas changer. On sort en contre-attaque et on verra ce qui se passe. Mais voilà, on était bien défensivement, on était un bloc compact. Et ensuite, voilà, centre de Paul et je laisse Olivier aller au carton et moi je suis à la ramasse. Et voilà, Tu récupères les miettes. Voilà, ça tombe devant moi et j'essaye de la mettre comme je peux. Et c'est là où on voit que je suis en pleine confiance parce que je mets la semelle et je la pousse en dessous de ses jambes. Ça, c'était le mieux parce que nous, on cherchait, on regardait après sur YouTube les fan zones et c'était vraiment impressionnant qu'il y ait voilà, tant de Français devant un grand écran et tous réunis. Pour nous, c'était le top. Vous aviez le temps, la possibilité de voir la folie qui commençait à s'installer en France Ouais, moi je au fil des regardais à matchs. chaque fois, surtout les fan zones. Je cherchais sur internet les fan zones et c'était le Parce que top. nous, en Coupe du Monde 98, on était un peu isolés, on s'en est rendu compte parce que sur le chemin du Stade de France, il commençait à y avoir de plus en plus de monde sur la route, quoi. Et vous, c'était par rapport aux fan zones? Ouais, nous, on se rendait compte par rapport aux fan zones ou les vidéos des potes. Mais après, c'est vrai qu'avec La Fontaine, t'es isolé, et tu peux rien faire. Mais c'est vrai qu'apré le match au Vélodrome, on est resté et on a fait un peu la fête avec le public et c'était important pour nous, on en avait besoin et on avait envie de partager ça avec les supporters. T'es devenu le chouchou du public français, tu sais. Oui, je sais, on me le dit. T'es la 6e personne préférée des Français et le premier sportif préféré des Français. Ouais, c'est. Comment t'expliques ça? Bah, je sais pas, après, c'est pas un grand effort que je fais. Je reste comme je suis, je me prends pas la tête et voilà, je profite du moment et j'essaye de rendre ma joie aux supporters. Justement, justement, cette joie-là, enfin moi en tout cas, on la ressent. Tu as tout le temps le sourire, tu célèbres tes buts voilà, d'une façon différente à chaque fois. C'est quelque chose qui est naturel chez toi, que tu avais quand tu étais gamin, quand tu jouais au foot et tu étais gamin? Ouais, naturel et c'est vrai que quand je jouais avec mes potes, quand j'étais petit, à chaque but, je célébrais d'une manière. Donc ça, ça a resté, cette envie de marquer pour célébrer un but et ensuite toujours avoir le sourire, voilà, et pas se prendre la tête et donner du plaisir aux gens. Parce qu'ils viennent au stade et ils veulent voir du spectacle et on essaye de leur donner à chaque fois. Ce statut de chouchou du public, de préféré du public, il y a la publicité aussi qui te sollicite. Tu participes à des campagnes comme dernièrement celle contre les violences faites aux femmes. On t'a vu dans une pub pour Puma avec Usain Bolt. Voilà, toutes ces sollicitations-là, c'est assez nouveau pour toi. Comment tu gères tout ça? Bah, c'est fatigant parce qu'il y a beaucoup de shootings qui durent 4-5 heures. Donc, faut faire attention à ne pas laisser beaucoup d'énergie et bien se reposer. Et ensuite, j'essaye de faire toujours avec le sourire, le plus rapide possible en le faisant bien. Mais voilà, c'est un monde que j'aime bien et j'essaye d'y rentrer petit à petit. C'était sympa avec Usain Bolt, j'imagine. Ouais, mais après, je ne l'ai pas vu. Moi, c'était tout fait avec des caméras. Mais c'est vrai que moi, j'ai passé un bon moment. Ensuite, il y a une nouvelle de Puma qui vient de sortir qui est top aussi, où j'ai bien rigolé. C'était par rapport avec ma célébration. Et voilà, il y en a d'autres qui arrivent. On a parlé de ta relation privilégiée avec Olivier Giroud pendant l'Euro. Tu as développé une autre relation privilégiée avec Kevin Gamero depuis qu'il est arrivé à l'Atlético Madrid et ça s'est vu en équipe de France. Tu aimes les duos.
Ouais, j'aime bien. D'abord, en sélection, c'était plutôt avec Lacazette où on s'entendait bien en moins de 18 jusqu'à moins de 20. Et ouais, j'aime bien cette relation avec l'attaquant où on essaye de se chercher, de faire des 1-2. Voilà, s'il part en profondeur, savoir s'il va sur sa droite ou sur sa gauche. J'aime bien cette relation et j'essaye de la travailler, que ce soit avec Kevin ou avec Olivier en sélection. C'est quoi la différence jouer avec Olivier Giroud ou jouer avec Kevin Gamero? Olive, c'est plus un appui, c'est plus un pivot où voilà, tout ce qui est ballon à mi-hauteur, en hauteur, au sol, il va t'y arranger comme il veut. Et Kevin, lui, c'est plus dans l'espace. Il y a une relation que tu vas peut-être développer prochainement si Karim Benzema revient en équipe de France au mois de mars. Comment tu vois sa situation? Est-ce que vous avez l'occasion, puisque vous êtes à Madrid tous les deux, est-ce que vous voyez, est-ce que vous en avez parlé de sa situation et du fait qu'il a été mis de côté momentanément en équipe de France? Non, non, on n'en parle pas trop. Après, on s'envoie pas trop de messages. Et ensuite, se voir encore moins parce qu'entre matchs tous les 3 jours, moi j'ai des shootings, lui il a sûrement aussi de son côté. Mais une fois, je lui ai envoyé un message, voilà, savoir s'il allait bien, que j'avais plus de nouvelles, et il m'a répondu. Donc après, on verra s'il sera rappelé ou pas. Mais voilà, que ce soit Olivier, Karim ou Kevin, j'essaierai de faire de mon mieux. Après, moi, en dehors du foot, je suis assez simple. C'est rare que je ne m'entende pas trop avec une personne. Et c'est vrai qu'avec Karim, on avait cette affinité sur le terrain. Oui, quand vous avez joué ensemble, il y avait aussi cette affinité sur le terrain, ça fonctionnait bien aussi. Ouais, on se trouvait, on se cherchait beaucoup sur le terrain. Et lui, souvent, me disait, reste près de moi pour qu'on joue à deux. Et voilà, j'essayais de le faire de mon mieux. Depuis que tu es arrivé à l'Atlético Madrid, et sans manquer de respect à la Real Sociedad, hein, Mhm. c'est le club basque que je supportais avec mon papa quand j'étais gamin. Donc. Euh, Diego Simeone t'a fait énormément progresser à tout point de vue. Physiquement, tactiquement, et tu es devenu un formidable buteur, très adroit devant le but. En quoi il a une importance immense? Il m'a fait découvrir voilà, cette envie de marquer à chaque match, à chaque ballon. Et je me rappelle un entraînement où c'était un jeu réduit. Il y avait beaucoup de frappes et moi, mon jeu, c'était pas ça. Et au lieu de frapper, je fais une passe. Et là, il a arrêté l'entraînement. Il a dit ici, on fait pas de passe, on tire. Il faut marquer. Il faut que tu penses qu'à marquer. Et voilà, maintenant, dans les jeux réduits, je fais plus de passes, je fais tirer. Et les mecs, ils sont énervés. Ouais, après, ils savent qu'ils ne me demandent pas la balle, est-ce que je vais tirer. Mais voilà, après, défensivement aussi, j'aime défendre, j'aime travailler tactiquement. Et ouais, j'ai beaucoup amélioré chaque année. Je m'améliore, donc j'espère continuer comme ça. La Coupe du Monde en Russie, c'est en 2018. Est-ce que la France sera prête véritablement et suffisamment mature pour aller gagner la Coupe du Monde 2018? Sûrement, parce qu'on est, voilà, on est le même groupe presque depuis la Coupe du Monde avec des jeunes qui viennent de temps en temps. Et après, moi, j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance au staff et je suis sûr que si on continue comme ça à bien travailler, à garder les pieds sur terre, à voilà, chaque match vouloir le gagner, on sera prêt pour la Coupe du Monde. Tu as fait énormément de progrès, comme je l'ai dit, depuis la Real Sociedad, depuis que tu es passé par l'Atlético Madrid, pardon. Euh, mais par contre, en termes de palmarès, tu n'as pas réussi encore à garnir l'armoire. Est-ce que c'est une frustration pour toi? Bon, on va pas rappeler, il y a eu ces 2 finales perdues. C'est une frustration pour toi? Est-ce que tu penses que tu peux garnir ton palmarès avec l'Atlético ou à un moment donné, peut-être qu'il faudra que tu penses à aller jouer dans un autre club? Pour l'instant, je suis bien ici. Et, je vois qu'on a l'équipe ou même le staff pour accrocher quelque chose. Après, je ne sais pas si ça sera la Liga ou la Champions. La Liga, pour l'instant, c'est mal parti, mais voilà, c'est long, donc on
On verra bien et ouais, j'ai envie de gagner des titres, j'ai envie de savoir ce que ça fait d'être champion de quelque chose. Et voilà, on y travaille tous les jours pour l'être. Mais c'est vrai que après la finale de la Ligue des Champions, la finale de l'Euro, on m'a dit c'est pas grave, t'en auras d'autres, mais on ne sait pas. Donc voilà, je travaille tous les jours pour aider mon équipe à gagner quelque chose. Ça dépend de la présence de Diego Simeone aussi, qui est finalement un peu un mentor pour toi. Non, après, ça ne veut pas dire que lui, s'il part, je partirai, mais c'est vrai que cet été, je l'ai appelé pour savoir ce qu'il allait faire parce que c'était important pour moi de savoir qui sera mon coach et s'il allait partir parce que je suis vraiment bien avec lui et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de lui. Donc t'imaginer au Real Madrid, c'est pas possible. Non, parce qu'entre Atlético Madrid et Real Madrid, il n'y a pas de transfert. C'est impossible. C'est interdit. Entre eux, ils ont fait un pacte. Ah, il y a un pacte. Il n'y a pas de transfert. D'accord. Donc, et le Barça, c'est possible ou pas? Oui, ils n'ont pas de pacte, mais il y a les trois là-bas devant, imbougeables. Imbougeable. Tu peux pas t'intégrer là. Non. Dur. Paris Saint-Germain, c'est un projet que tu trouves intéressant ou pas? Si, c'est intéressant, mais voilà, après, la Ligue 1, pas pour l'instant. Je préfère rester en Liga ou pourquoi pas la première, mais la Ligue 1, ouais, plus tard, pas maintenant. Donc le championnat d'Angleterre a ta préférence si tu dois quitter la Liga? Ouais, voilà, je pense que ça serait pour la première parce que même en sélection, on en parle et ils disent que c'est un championnat, voilà, un championnat fou où le public est toujours là, ça va d'un côté à l'autre. Donc voilà, pourquoi pas, mais je ne suis pas dans l'objectif de partir absolument. Bon Antoine, avant de conclure, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah. Puisque tu aimes les célébrations, ce cadeau c'est aussi basé sur une célébration. Est-ce que tu te rappelles de Fabrizio Ravanelli, l'attaquant italien, Oui, je me rappelle. qui célébrait ses buts en soulevant son maillot, en le mettant sur sa tête, en faisant ça par exemple. Pas Tu te mal. souviens? Alors voilà, Merci beaucoup. je t'offre ça.